les Juifs ukrainiens, toutes les portes d'Europe occidentale et ailleurs, elles sont ouvertes. Pourquoi? Parce que véritablement, ils sont vus, perçus comme des victimes d'une invasion scélérate. Pour ceux qui sont porteurs de passeports russes, eh bien, il n'y a pas le tapis rouge. Le seul pays qui est prêt à les recevoir et qui est ravi de les recevoir, eh bien, c'est Israël, pour d'autres raisons. Il faut le dire, Israël, c'est un moyen d'obtenir assez vite une citoyenneté, un passeport ou, dans un premier temps en tout cas, un laissez-passer qui ouvre des portes qui, en tant que citoyen russe, me sont fermées. Eh bien, nous sommes en ligne, en Zoom avec Eliezer Chargorovski. Eliezer, bonjour, Bokertov. Bonjour, Hanouka Samer. Hanouka Sameach, voilà. Et nous avons voulu vous parler pour deux raisons, deux bonnes raisons. D'abord, pour essayer de mieux comprendre les données qui ont été rendues publiques la semaine dernière sur la Aliyah qui a battu des records, on va dire, de plusieurs années, certains disent même de plusieurs dizaines d'années, puisque 70 000 olim ont fait leur Aliyah cette année 2022 qui se termine. Et parmi eux, 35 000 olim de Russie et 15 000 d'Ukraine. Alors, vous connaissez bien ces deux communautés, vous êtes extrêmement actif dans le domaine également de la propagation de différents dossiers, sujets comme le judaïsme dans les communautés d'Ukraine et de Russie. Mais je voudrais essayer de mieux comprendre pourquoi d'abord y a-t-il eu beaucoup plus de juifs de Russie qui ont fait leur aliyah que de juifs d'Ukraine. On se serait attendu à ce que, avec la guerre, eh bien, il y ait un flux massif de juifs d'Ukraine qui fassent leur aliyah. Et finalement, ce sont surtout les Russes qui font leur aliyah. Est-ce que c'est par crainte de voir le rideau de fer se refermer? On en avait déjà parlé. Comment expliquer cette donnée? Bah, tout d'abord, c'est on a toujours dit, il y a eu plus de juifs en Russie, ils sont plus en danger, même si la guerre n'a pas frappé la Russie, mais une autre menace, celle du régime qui tourne de plus en plus à l'autoritaire, qui mobilise ses forces, mobilise ses citoyens, sans véritablement choisir qui est marié, qui n'est pas marié, qui habite où, qui a tellement d'enfants, tant d'enfants et pas d'enfants. C'est-à-dire, c'est un peu, on mobilise ce qui vient. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, pour les Juifs ukrainiens, toutes les portes d'Europe occidentale et ailleurs, elles sont ouvertes. Et à bras ouverts, on les accueille en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, euh, en France même ou ailleurs. Pourquoi? Parce que véritablement, ils sont vus, perçus comme des victimes d'une invasion scélérate par un leader totalitaire. Tout est juste. Maintenant, pour ceux qui sont porteurs de passeports russes, eh bien, il n'y a pas le tapis rouge, pour le moins qu'on puisse dire. Le seul pays qui est prêt à les recevoir et qui est ravi de les recevoir, eh bien, c'est Israël, pour d'autres raisons. Parce qu'ils sont juifs ou qu'ils sont des proches des enfants, des mariés, des époux, des petits-enfants de juifs. Maintenant, il faut savoir que ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, vous avez cité des chiffres, mais il faut savoir que très souvent, c'est-à-dire, c'est pas des gens qui ont projeté leur alia depuis des années. C'est quelque chose de tout à fait subi. Ils veulent quitter, ils n'ont jamais été véritablement très sionistes. Très souvent, ils n'ont même pas été une identité juive très intense, pas du tout. Et donc, pour certains, eh bien, Israël, il faut le dire aussi, il faut le dire, Israël, c'est un moyen d'obtenir assez vite une citoyenneté, un passeport ou, dans un premier temps en tout cas, un laissez-passer qui ouvre des portes qui, en tant que citoyen russe, me sont fermées. Donc c'est pas, vous voulez dire que c'est pas une alia, on va dire sioniste entre guillemets, mais c'est une alia de détresse et qui trouve qui permet à ces réfugiés de facto de stabiliser leur situation. De stabiliser, c'est-à-dire, c'est intéressant parce que d'un côté, effectivement, c'est une alia, il faut l'accueillir, etc. Mais il faut aussi faire attention euh,
que nos passeports, les passeports israéliens, ne soient pas juste utilisés comme un outil de transport en passant par Israël, une petite alia. Je vais donner un exemple. Discuter ici dans l'endroit où je trouve avec une personne qui travaille qui travaille au ministère de l'Alia, qui accueille ces personnes à l'aéroport de Ben Gurion. Eh bien, il me dit, il y a des personnes qui arrivent avec un bagage, quel bagage? 40 valises, des centaines de kilos. Ils font effectivement leur alia. Et puis à côté, il y a d'autres personnes qui arrivent des mêmes villes, des mêmes grandes villes de Russie, qui viennent avec une valise. Attendez, vous faites votre alia avec une valise, vous avez toute une famille. Une valise, oui. Pourquoi? Parce que je fais une alia pour 2 heures pour recevoir le laisser-passer, repartir, redécoller avec le prochain vol. Et puis, les portes européennes me sont ouvertes. Pourquoi? Parce que maintenant, je n'ai plus seulement le passeport russe qui est mal vu, qui est mal reçu, mais j'ai le laissez-passer israélien qui, lui, ouvre les portes tant que je sois perçu en tant qu'acolyte complice d'un régime, d'un régime autoritaire, d'un régime qui fait irruption, qui essaye maintenant de dévaster l'Ukraine. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est tout simplement un outil, un billet de passage. Mais ça, encore une fois, il faut le savoir, il faut faire la part des choses. Il y a ceux qui véritablement qui disent, OK, on ne peut pas rester en Russie, il y a un pays qui veut m'accueillir, Israël, waouh, à vrai dire, c'est aussi mon pays, j'y vais, j'y reste. Et puis, il y en a d'autres, plus opportunistes, ils disent, il y a un pays qui m'offre son passeport, pas de problème, je le prends et puis je file. Ce que vous nous dites là ce soir, aujourd'hui, ce que vous nous dites là, c'est d'une certaine manière, c'est cela ouvre la porte à des trafics de facto, puisque on parle beaucoup en Israël de la clause du petit-fils, la clause du petit-fils, c'est-à-dire ça laisse porter à penser qu'il y a des Russes qui utilisent, on va dire, toutes sortes de trafics pour venir, pour obtenir la nationalité israélienne même si Oui. obligatoirement ils ne sont même pas juifs selon l'Ara, ou même s'ils n'ont pas obligatoirement un grand-père juif. Non, ils ont un grand-père juif, des trafics, il y en a toujours partout. Mais là, je ne parle pas en tant que trafic, effectivement, que des personnes qui, qui ont des faux papiers, etc. Non, je ne parle pas, c'est des gens qui sont effectivement, très souvent, ils sont même juifs. Ils sont même juifs. C'est pas, Ouais. ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec la loi du retour qui parle de la troisième génération. C'est quelque chose qui a à voir avec un niveau identitaire et un niveau très bas au niveau juif, un niveau d'assimilation aux normes, pas seulement à la Russie, mais aussi aux normes qui sont pratiquées là-bas, qui sont des normes où j'essaye de voir mes avantages et où sont mes avantages sans trop respecter la règle. On ne respecte pas trop les règles en Russie. Il faut le comprendre. Maintenant, et ce n'est pas quelque chose qui a forcément à voir avec la loi du retour. Encore une fois, ça, c'est un autre problème et on peut en parler. Ouais. Mais là, on a affaire à un abus de l'hospitalité et je dirais plus, de la fraternité juive pratiquée par l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'annuler, pas du tout. Mais ça veut probablement dire qu'on doit euh, euh, peut-être pas distribuer de manière aussi facile des laissez-passer, pas de problème. Vous pouvez venir, vous avez la Théodatolé, vous avez votre statut de Olé Hadash, mais ce qui ne vous donne pas automatiquement le droit à entrer librement dans toutes les capitales européennes. Mhm. Si c'est votre fin avec, dans l'obtention de la citoyenneté Alors, israélienne. Là, il faudra tout juste, il faut cesser d'être naïf et respecter plus notre citoyenneté, notre nationalité pour qu'ensuite, elle ne soit pas comment dire, discréditée aux yeux aussi des autres nations. Ah, les Israéliens, ce n'est pas vraiment des Israéliens, c'est des Russes qui se cachent derrière la menorah du passeport israélien. ok. Vous comprenez?
On a bien compris. Donc, effectivement, c'est important de faire ces précisions. Ça nous permet de mieux comprendre justement pourquoi il y a tant d'Olim qui sont arrivés ou alors qui sont obtenus, on va dire, la nationalité israélienne durant cette année 2022. Je voudrais souligner que vous nous parlez et nous enregistrons donc cette conversation samedi soir. Vous nous parlez de Hongrie où vous participez un séminaire dont vous êtes l'un des organisateurs, vous allez nous expliquer dans quel cadre, qui justement permet d'être en contact avec des jeunes qui ont fui la Russie ou l'Ukraine, n'est-ce pas, ces derniers mois? Effectivement, là, on vient d'organiser, nous, c'est pas moi, c'est l'organisation qui s'appelle la Midrasha Tzionite, Mhm. l'association d'études juives et sionistes, qui a été fondée déjà il y a une vingtaine d'années et qui a repris du poil de la bête ces dernières années avec la vague de réfugiés qui est sortie d'Ukraine et maintenant de Russie. Effectivement, on organise un séminaire de leadership et d'animateurs de groupe. On planifie des colonies d'été pour ces personnes, pour les adolescents, pour les étudiants, pour les familles cette année, cet été, Bezrat Hashem. Et là, c'est un séminaire de leadership et on accueille une cinquantaine de personnes qui sont des jeunes de 16 à 30 ans qui ont tous quitté l'Ukraine, la Russie et qui sont à la recherche, de lieux où ils vont vivre et véritablement, ils sont à un carrefour où ils sont en train de décider, mais qu'est-ce qu'ils vont maintenant faire? Ils planifiaient pas de quitter ni Kiev, ni Moscou, ni Saint-Pétersbourg, rien. Et puis tout d'un coup, ils se sont trouvés dehors. Quand les personnes se présentent, eh bien, ils vous disent, écoutez, moi, dans les 3 derniers mois, eh bien, j'ai vécu, pas visité, j'ai vécu dans 5 pays différents. 5 pays. Il y a des personnes qui sont ici de Lituanie, il y en a d'autres qui sont de Zurich, en Suisse, il y en a qui sont d'Allemagne, que ce soit Berlin, que ce soit Francfort, il y en a qui viennent de Vienne, en Autriche, il y en a qui habitent ici à Budapest, il y en a beaucoup qui sont venus d'Israël et qui ont aussi besoin d'être orientés autant au niveau identitaire qu'au niveau professionnel, qu'au niveau géographique, où ils vont vivre, etc. Et là, on vient effectivement pour un séminaire de 5 jours très intensif de proposer des réponses qui tiennent de leur identité juive, que Khaverim, vous comprenez que ce qui se passe, eh bien, il y a peut-être, vous avez le choix entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, mais avant tout, c'est un choix entre Israël et votre identité juive et tout le reste, et tous les autres pays. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils savent quel est notre message et ils viennent l'écouter, ils veulent l'entendre, ils sont très intéressés par tout ce qui se passe, par tout ce qui se passe en Israël. Ils savent ce qui se passe en Israël. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes, très éduquées. Et, euh, et là, je voudrais Ce sont des gens dont la vie a été bouleversée par la guerre, par le conflit. complètement, complètement, c'est-à-dire c'est des gens qui vivaient, qui avaient leurs affaires, qui parlaient plusieurs langues, qui travaillaient, qui étudiaient, etc. Et puis tout d'un coup, eh bien, ils ont dû fuir. C'est-à-dire, il faut savoir, il y a des communautés entières, il y a des communautés, je ne sais pas, de Kiev qui sont maintenant basées à Budapest. Il y a des communautés de Donetsk qui sont basées dans un autre endroit, des communautés de Odessa qui sont dans différentes villes, près de Hambourg ou près de Francfort en Allemagne ou à Berlin. Comme communauté, ils sont pris, ils ont émigré, ils ont fui. Des centaines de familles qui habitent ici, dans notre cas, bon, maintenant il y en a un peu moins, mais avant c'était une base touristique qui a été louée par des communautés juives ukrainiennes pour y loger des centaines de familles et puis leur donner un peu, comment dire, d'oxygène pour se remettre du traumatisme et du bouleversement de la fuite d'Ukraine. Et il y a
plusieurs communautés comme ça. Et naturellement, il y a aussi des dizaines de milliers de juifs qui ne sont pas forcément liés à des communautés, qui sont aussi dispersés un peu partout et qui cherchent leur chemin, qui cherchent leur route. Et là, on est là pour aider à aller chercher leur route. Et maintenant, je voudrais revenir un peu en arrière parce que bon, j'étais un peu critique avec, on a parlé avec Oui, les Olim de Russie qui ne sont pas, viennent pas du fonds sionisme, je le dis, d'une position que je veux être constructif, pas seulement critique. Ah, regardez comment ils se comportent, comment est-ce qu'ils n'ont pas honte, etc., etc. Non, c'est pas de ça. Je viens d'une position que, à côté à part l'offre de documents et de différents avantages économiques, si en parallèle, le peuple juif, l'État juif, les associations, les organisations juives n'offrent pas aussi, comme on dit, un paquet culturel, un paquet identitaire qui disent Raverim, comme le font tous les États. Vous voulez obtenir la citoyenneté suisse, vous devez passer un examen, vous devez adapter, épouser des valeurs qui sont helvétiques. De même dans les autres pays. Israël, jusque-là, et de manière tout à fait compréhensible, il misait sur le fait que des Juifs qui arrivent en Israël, ils savent pourquoi ils le font. Même s'ils n'ont pas tous étudié dans ces institutions hyper-sionistes, ils savent plus ou moins pourquoi ils le font. Eh bien, maintenant, on le voit en Russie, en Ukraine, mais pas seulement, on le voit aussi dans d'autres pays. Dans d'autres pays, le niveau identitaire n'est pas aussi élevé, et donc même des personnes qui jouissent du droit du retour, eh bien, ils en abusent pour faire un usage, faire un mauvais usage, faire ouais. véritablement un mauvais usage opportuniste. Donc là, il faut à côté de ça apporter un paquet identitaire pour comprendre Vérim. Le papier que tu reçois, le document que tu reçois, il t'oblige, il nous oblige, et c'est pour ça qu'avant de le recevoir, eh bien, tu vas recevoir un paquet d'identité juive. Eh bien, c'est extrêmement important et intéressant de vous entendre parler parce que vous levez le voile sur une situation dont on ne parle pas, il faut bien l'avouer, même dans la réalité israélienne. On comprend qu'il y a des dizaines de milliers de réfugiés, qu'il y a beaucoup de juifs parmi eux, mais on n'imagine pas exactement les bouleversements que cela apporte et le caractère identitaire que cela peut entraîner, le questionnement identitaire que cela peut entraîner chez ces juifs qui sont de facto devenus des réfugiés de force ou de gré ou de force, mais plus généralement plus de force que de gré. Merci beaucoup, docteur Eliezer Chalgorowski, de nous avoir éclairé sur ce sujet. J'espère que lorsque vous reviendrez en Israël, on aura l'occasion peut-être de développer même ce sujet, de mieux comprendre un peu cette réalité qui n'est pas accessible, on va dire, automatiquement aux Israéliens et même encore plus aux francophones d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci à vous, Daniel. Simcha. Bessimcha, Chag toujours avec joie. Sameach, Chag Sameach et Chodesh Hanouka Tov. Sameach. Merci beaucoup. Chodesh Tov.